Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. D'ordinaire, les gens pensent que c'est la technologie qui va sauver l'humanité au cours de la longue crise d'origine environnementale qui commence. C'est en partie vrai, comme nous allons le voir dans la présente vidéo. Cependant, cette solution sera toujours marginale et partielle pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les environnements naturels qui assurent la survie de l'humanité sont partout en déclin rapide. C'est véritable. Ensuite, parce que c'est bel et bien la pollution créée par la croissance sans fin du monde industriel qui détruit ces environnements. Enfin, parce que tous les peuples du monde, surtout au sud, refusent obstinément de réduire leur consommation. Il s'agit d'un refus total, aveugle et définitif. Il suffit de rapprocher quelques chiffres pour comprendre la réalité et l'immensité du problème. Comme vous pouvez le vérifier avec la bibliographie Internet que je vais mettre à la fin de la vidéo, de même que dans la description de la vidéo sur Internet, 60% de la faune sauvage du monde aurait disparu depuis 1970, alors que, selon la Banque mondiale, entre 1989 et 2019, la taille de l'économie chinoise aurait été multipliée par 58. Pire, la Chine doit encore multiplier par 3 sa consommation pour réaliser son rêve de rattraper le niveau de vie américain. Encore pire, derrière les 1,4 milliard de consommateurs chinois, il y a 5 autres milliards de pauvres qui, au sud, sont en train de faire pareil en copiant eux aussi nos technologies les plus polluantes. L'élan pris est gigantesque et impossible à arrêter. Qu'est-ce qui va arriver si, comme c'est absolument certain, l'humanité continue sur sa lancée et refuse de faire les investissements nécessaires pour sauver la planète? Eh bien, l'effondrement de nos environnements naturels va encore s'accélérer jusqu'au moment où la très aveugle sélection naturelle de Darwin va faire sa réapparition pour tuer au hasard en ne laissant survivre que les mieux adaptés, les mieux préparés et les plus chanceux. Et ce ne sera pas toujours ce qu'on pense. À Auschwitz, les survivants étaient le plus souvent des gens ordinaires. À l'échelle globale, l'objectif prioritaire de cette sélection naturelle aveugle sera bien sûr de ramener nos populations et nos consommations sous le seuil où les environnements naturels qui resteront pourront de nouveau absorber toute la pollution que nous produirons. Cela signifie qu'au cours des prochains siècles, l'humanité va voir s'inverser plusieurs tendances de fond du monde actuel. Par exemple, pour la première fois depuis l'invention de l'agriculture, il y a de cela 12 000 ans environ, les populations humaines vont cesser d'augmenter pour amorcer un déclin rapide. Ce déclin est déjà inévitable puisque de nos jours, tous les peuples du monde s'urbanisent et voient s'effondrer leur fécondité au point de passer les uns après les autres sous le seuil de remplacement des générations. Il faut aussi compter avec le fait que pendant une dépression économique aussi profonde que celle où nous entrons, les peuples auront naturellement tendance à faire encore moins d'enfants. À ça, s'ajouteront les hécatombes que causeront les 3 sœurs inséparables qu'ont toujours été la guerre, la famine et l'épidémie. La guerre, en effet, fait toujours fuir beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent aussitôt de produire, ce qui crée des famines où le système immunitaire des populations s'affaiblit au point où des épidémies mortelles ne tardent pas à apparaître et à tuer au hasard. Notons ici que les guerres les plus meurtrières, surtout celles qui opposent 2 coalitions de taille à peu près égale, ne sont pas provoquées par des êtres humains comme Napoléon ou Hitler, mais plutôt par des crises majeures que personne n'a voulu. C'est ce qu'a montré Gaston Boutoul dans son livre Le phénomène guerre. Les guerres s'arrêtent d'ailleurs d'elles-mêmes, souvent sans avoir rien réglé, quand les pays sont épuisés et qu'ils n'ont plus assez de jeunes hommes en chômage à faire tuer. Et les enfants recommencent 20 ans plus tard. C'est pas seulement en tuant des soldats et en déclenchant des famines que les guerres du futur vont réduire les populations humaines, mais également en contaminant avec des produits toxiques et des radiations une partie des terres agricoles qui, normalement après une guerre,
servent à nourrir les survivants. Remarquons que l'empoisonnement des terres dont je parle ici viendra s'ajouter à celui tout aussi massif que nous provoquons depuis plus d'un siècle avec les engrais et les pesticides artificiels que nous répandons sur nos champs cultivés. Comme ces épandages détériorent les terres agricoles, surtout à long terme, les futurs habitants de régions isolées et fortement exportatrices de nourriture comme les Trois Amériques vont devoir ménager leurs terres agricoles et leurs sources d'eau potable en arrêtant d'y répandre des poisons. Du coup, cela réduira les exportations de nourriture dont dépendent une foule de pays étrangers pour s'alimenter, ce qui va faire augmenter le nombre des famines. Sur une planète polluée et en voie de dépeuplement rapide, c'est en fait tout le mouvement actuel de croissance économique et de mondialisation des échanges qui va s'inverser, essentiellement parce que, avec une population partout en diminution, ce sera de moins en moins rentable de faire affaire avec des pays très éloignés. Or, comme les échanges internationaux se font essentiellement sur les océans, on assistera à l'inversion du mouvement plusieurs fois millénaire qui a vu l'humanité descendre progressivement du centre des continents où chassaient nos ancêtres préhistoriques vers les fonds de vallées bien arrosées où s'étaient installés les premiers villages agricoles. Puis, les gens se sont dirigés vers de petites villes situées sur des fleuves avant de finalement aller se concentrer par milliards dans d'immenses métropoles industrielles situées près des côtes océaniques. Quand le monde entier aura cessé de considérer l'environnement comme une poubelle, les populations, qui seront en diminution constante, auront tendance à se disperser sur les continents de manière à ne plus concentrer leurs déchets sur de très petites surfaces. Remarquons que ce mouvement de reflux des villes vers les campagnes est déjà amorcé dans un pays en déclin comme les États-Unis, où une ville comme Détroit, par exemple, a perdu plus de la moitié de sa population et la plupart de ses industries depuis la décennie 1950. Plusieurs autres villes américaines ont pris le même chemin. Le mouvement de reflux des grandes villes vers les campagnes devrait être d'autant plus massif et rapide que les mégapoles du monde actuel, dont beaucoup comptent déjà une vingtaine de millions d'habitants, représentent des cibles payantes tant pour les épidémies et les famines que pour les attaques terroristes ou nucléaires. Ils vont pourtant bien finir par en faire péter au moins quelques-unes des bombes atomiques qu'ils ont fabriquées à prix d'or. Même si nos descendants auront perdu le contrôle de leur destinée, ceux qui vivront dans les pays les plus éloignés des régions les plus dangereuses du monde actuel devraient quand même pouvoir s'en tirer en vivant plus pauvrement et surtout en investissant massivement dans les technologies qui leur permettront d'attendre patiemment la fin de la crise écologique. Évidemment, cela signifiera l'abandon de tout le savoir négatif et destructeur accumulé par nos sociétés de consommation. Ce sera le cas, par exemple, de tous les raffinements de la mode ou des recettes qui permettent de fabriquer des aliments qui ne nourrissent pas parce que les gourmands veulent arrêter de grossir. Dans le domaine économique, les hommes vont partout essayer de faire exactement l'inverse de ça en dématérialisant au maximum leurs activités, c'est-à-dire que dans tous les domaines, ils vont chercher à concentrer le maximum d'énergie dans le moins de matière possible. Dans un univers où l'énergie est rare et a naturellement tendance à se disperser, la dématérialisation est un processus aussi vieux que la vie elle-même. Notre corps et surtout notre cerveau, qui ont été produits par 4 milliards d'années d'évolution, en sont des exemples parfaits puisque notre toute petite cervelle est encore aujourd'hui infiniment plus polyvalente et créative que tous les ordinateurs du monde réunis. Depuis la préhistoire, toute l'évolution culturelle de l'humanité s'est également faite en dématérialisant ces technologies. Nos outils sont peu à peu devenus plus légers et surtout plus efficaces. Dans le domaine de l'énergie,
nous sommes progressivement passés de l'utilisation du bois, qui est un produit complexe, au charbon qui produisait beaucoup de suie, puis au pétrole qui n'en produisait pas. Puis, ce fut la fission atomique qui produisait de l'énergie avec des atomes lourds comme l'uranium et le plutonium, pour finalement en arriver à la fusion nucléaire qui, elle, produit de l'énergie en transformant de l'hydrogène en hélium, qui sont les deux atomes les plus légers de l'univers. Même si les entrepreneurs de la révolution industrielle se foutaient éperdument des environnements naturels, il reste que pour s'enrichir, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour augmenter l'efficacité de leurs usines et de leurs travailleurs. Le développement d'électronique, après la Deuxième Guerre mondiale, a encore accéléré cette dématérialisation en remplaçant par des machines une foule d'ouvriers manuels dont les enfants sont devenus pour la plupart des travailleurs instruits qui travaillaient dans le domaine des services. Enfin, depuis 1990 environ, le développement de l'informatique et de micro-ordinateurs sans cesse plus puissants et légers a amené la création de l'Internet et d'une économie basée sur le savoir et l'information, deux produits complètement immatériels et donc particulièrement rentables. Il existe d'ailleurs une sorte de loi empirique, la loi de Moore, qui affirme que les ordinateurs devraient doubler leur puissance de calcul tous les 2 ans environ. Une prédiction qui s'est vérifiée depuis le début des années 60. Comme les économies les plus avancées se sont informatisées en premier, la vieille économie polluante basée sur le béton, le métal et le pétrole a eu tendance à migrer vers des pays surpeuplés comme la Chine, où les populations étaient moins instruites et exigeantes. En acceptant qu'on y déménage nos industries les plus polluantes, la Chine est certainement devenue l'usine du monde, mais elle est également devenue son principal dépotoir. En Occident, l'industrie lourde qui est restée sur place a parfois eu tendance à augmenter sa rentabilité en polluant encore plus qu'avant. C'est le cas de l'industrie pétrolière nord-américaine qui a investi massivement dans l'exploitation très polluante des sables bitumineux et du pétrole de schiste. Cette augmentation du gaspillage explique en bonne partie pourquoi les compagnies pétrolières qui dominaient autrefois Wall Street ont été remplacées par les GAFAM, ces géants de l'Internet dont toute l'activité est basée sur le savoir et sur l'échange d'informations. Le même déclin boursier se constate aujourd'hui dans le cas de l'industrie automobile où des compagnies géantes comme GM, Ford ou Toyota ont immobilisé tellement d'argent dans des usines qui fabriquent des voitures à essence qu'elles n'ont plus les ressources et les profits nécessaires pour rivaliser avec un fabricant comme Tesla qui, lui, produit des voitures électriques plus performantes, moins fragiles et surtout plus faciles à fabriquer étant donné qu'elles contiennent beaucoup moins de pièces, notamment au niveau des moteurs. Chose intéressante, ce qui a toujours empêché l'adoption des voitures électriques, c'est le fait que, jusqu'à nos jours, elles étaient équipées de batteries très coûteuses qui contenaient peu d'énergie par kilogramme de matière. Il s'agissait d'un problème classique de dématérialisation auquel un ingénieur comme Elon Musk s'est attaqué avec succès en utilisant toutes les ressources de la science. Le grand secret de Musk, c'est de faire comme Henry Ford le fait en son temps, en laissant de côté les préjugés à la mode pour plutôt aborder tout nouveau problème en étudiant les lois de la physique. Tout ça dans le but de découvrir ce qui était techniquement réalisable. Cela fait, il s'arrange pour que dès la conception, ces usines et ces produits soient les plus simples et les plus dématérialisés possibles. Ce procédé très simple explique pourquoi Elon Musk est parvenu à perturber une foule d'industries dans des domaines aussi variés que les transports par route, par rail ou par fusée, l'industrie de production et de stockage de l'énergie, le secteur pétrolier, l'Internet haute vitesse, etc.
Dans l'avenir, nos descendants, qui seront moins nombreux et beaucoup plus pauvres que nous, seront obligés pour survivre d'utiliser systématiquement cette façon de raisonner. En attendant que les environnements naturels aient récupéré et recommencé à nettoyer la planète, ils investiront le peu de ressources qui seront à leur disposition pour développer les technologies les plus prometteuses du monde actuel. Pour obtenir une énergie propre et renouvelable, ils utiliseront probablement des panneaux solaires qui ont l'immense avantage d'être totalement immobiles et de pouvoir être installés très près de leurs utilisateurs. Pour l'eau, qui est de loin la plus volumineuse des matières premières utilisées par l'humanité, ils pourront se la procurer en dépolluant l'eau disponible avec des filtres en graphène. Le graphène est un matériau constitué d'une très fine couche d'atomes de carbone qui ne laisse passer que les petites molécules. Comme leur environnement aura été gravement pollué par les générations antérieures, nos descendants devront produire l'essentiel de leur nourriture dans des serres, comme cela se fait déjà à petite échelle dans un pays aussi nordique que l'Islande. Quant aux autres matières premières, ils pourront se les procurer dans les immenses dépotoirs que nous leur léguerons. Dans tous les domaines, le recyclage cessera alors d'être une simple mode pour devenir une partie essentielle de leur mode de vie. Pour que cela se produise, il leur suffira d'inclure dans le prix des objets manufacturés le coût de leur recyclage, de façon à pouvoir se servir de l'argent que ça va produire pour racheter tous les biens dont les gens voudront se débarrasser. Comme les plastiques sont très utiles, légers, polyvalents et faciles à recycler, il est certain que nos descendants vont continuer à en produire avec du pétrole, mais, contrairement à nous, ils les recycleront presque tous. Puisqu'on parle de recyclage, il me faut parler des photocopieuses à 3 dimensions qui sont sur le point de créer une nouvelle révolution industrielle en permettant à chaque famille de fabriquer gratuitement à la maison une foule de produits industriels avec les rebuts de plastique et de métal qu'on trouve en abondance dans tous les garages et les greniers du monde. On trouve déjà sur Internet les plans gratuits d'une foule d'objets dont certains permettent de photocopier des armes, des voitures et même des maisons entières. Certains cherchent même à photocopier des photocopieuses à 3 dimensions elles-mêmes. S'ils ont suffisamment de ressources, les petits peuples qui seront dispersés un peu partout sur la planète quand la situation se sera finalement stabilisée, auront intérêt à se cotiser pour remettre en état un système de partage de l'information aussi dématérialisé et rentable que l'Internet. Puisque les mines terrestres seront alors presque toutes épuisées, ils devraient faire la même chose pour financer la construction des fusées recyclables que nous savons déjà produire de façon à pouvoir aller chercher dans l'espace certaines matières premières et essentielles. Nous savons en effet que la Terre est régulièrement frôlée par des astéroïdes que les astrophysiciens appellent des géocroiseurs et qui sont souvent composés de métaux lourds. Nous savons également que d'immenses dépôts de métaux précieux flottent dans l'apesanteur au milieu de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Si je vous dis tout ça, c'est pour faire comprendre que seuls les peuples qui auront conservé un bon bagage scientifique et technique auront des chances raisonnables de passer à travers la longue crise écologique qui commence. Au cours du 21e siècle, notre planète sera tellement malmenée et abîmée par toutes sortes de bouleversements différents que notre avenir sera technologique ou il ne sera pas. Cela étant dit, il est probable que ne se réaliseront pas de sitôt les rêves les plus coûteux et les plus polluants de l'intelligence artificielle. C'est en effet avec des êtres humains qui pensent, qui se reproduisent avec facilité et avec une joie sans mélange, et qui se réparent tout seuls que se fera l'avenir et que nous irons vers les étoiles. Ce ne sera certainement pas avec des robots hyper complexes et fragiles qui n'inventent jamais rien de neuf, qui suivent à la virgule près les programmes qu'on a écrits pour eux et qui ne savent même pas qu'ils existent.
Dans le domaine politique également, le monde de demain devrait connaître une inversion de tendance qui va réduire de beaucoup l'influence des gouvernements centraux et redonner aux individus et aux communautés locales un rôle central dans l'économie des pays. Il s'agira en fait d'un simple retour à la situation normale, étant donné que depuis que le monde est monde, la richesse des nations a été créée par les individus, les familles, les villages et les petites villes industrielles que de lointains gouvernements se contentaient de taxer pour financer les routes, les ponts, l'administration et l'armée dont l'économie avait besoin pour fonctionner. Voilà pourquoi, avant la révolution industrielle, la plupart des pays étaient dirigés par des monarchies ou par des dictatures lointaines, alors qu'au niveau des villages, où se produisait l'essentiel de la richesse nationale, les principales décisions économiques étaient prises sur une base essentiellement démocratique dans des assemblées de villages où les chefs locaux devaient prendre la décision finale en tenant compte des intérêts de la majorité. Les paysans chinois d'autrefois disaient à ce sujet « L'empereur est loin et les montagnes sont hautes ». On notera en passant que contrairement aux mondialistes du monde occidental actuel qui font tout ce qu'ils peuvent pour détruire leur propre patrie, nos descendants appauvris chercheront tout au contraire à préserver les nations qui sont les très efficaces produits de l'histoire et de la géographie. Parce qu'elles sont moins complexes et gaspilleuses que les sociétés multiculturelles, les nations parviennent en effet plus facilement à créer des consensus et donc de la richesse. Comme d'habitude, je vous remercie à l'avance de distribuer cette vidéo sur le web, de lui donner le pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne et de me financer si vous le pouvez. À la prochaine!